Sonia Baquès, bonjour Bonjour. et bienvenue sur NC News. Alors, on vous a demandé de venir ici aujourd'hui pour discuter essentiellement du discours de Pierre Frogier qu'il a tenu au Sénat le 4 mai dernier et dans lequel il évoque la prééminence provinciale, un terme que vous décrivez plutôt comme hyper-provincialisation provinciale. Et je voulais vous demander si vous partagiez ce point de vue de Pierre Frogier en tout point. Alors d'abord, dans l'intervention de Pierre Frogier, il y a une partie qui est importante, qui est une partie constat. Je pense que quand on en est au point où on en est de l'accord de Nouméa, c'est important qu'on se pose la question de savoir ce qui a marché, ce qui marche encore et puis ce qui marche plus. Dans ce qui marche plus, aujourd'hui on le voit de plus en plus, toute la partie gouvernement collégial, qui avait peut-être du sens il y a 20 ans dans la configuration politique dans laquelle on était, ça fonctionne plus. Le Congrès aujourd'hui ne fonctionne plus. On se retrouve dans une situation où on a une difficulté majeure à trouver des majorités. À chaque séance, on a des motions préjudicielles qui font annuler les réformes. Comme hier, Comme encore. hier, comme la semaine d'avant, enfin bon, c'est systématique maintenant. Et quelle que soit la volonté du gouvernement, on a un système institutionnel qui ne fonctionne plus. Et puis au-delà de ça, on a un chevauchement de compétences où finalement il y a un certain nombre de choses qui sont gérées en partie par la Nouvelle-Calédonie, en partie par les provinces, où finalement personne n'y comprend plus rien. Même au niveau des institutions, à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, eh bien on est bloqué par le fait qu'il y a ce chevauchement de compétences. Et donc on est arrivé au bout du bout de ce que l'accord de Nouméa était capable de produire. Au-delà de ça, eh bien, dans ce dont on se rend compte, c'est qu'on n'a pas réussi à se convaincre en 20 ans du projet des uns ou du projet des autres. C'est une réalité, on est deux blocs, et les deux blocs sont toujours là. Et Irréconciliable. c'est pas une question de réconciliation, parce qu'on arrive très bien à régler un certain nombre de problèmes ensemble. Non, la problématique qu'on a, c'est que on veut pas vivre de la même manière. On veut tous vivre sur cette terre, mais on veut pas vivre de la même manière. Et aucun des deux camps, entre guillemets, n'a envie de se fondre dans l'autre. Donc, tout simplement, on a envie de continuer à vivre ensemble sur cette terre, mais on n'a pas envie de vivre à la manière de l'autre. Donc, je crois que on a essayé de faire des choses depuis 20 ans, depuis 30 ans, pour essayer d'uniformiser les différences, en se disant, bah, finalement, on va gommer tout ça, puis on va trouver un juste milieu dans lequel tout le monde va se retrouver. Ça Ça aurait marche pu pas. marcher, ça aurait pu marcher. Factuellement, ça n'a pas marché. Donc, ce qu'on dit, c'est quoi? Ce qu'on dit, c'est, bah, prenons acte de ces différences, euh, considérons qu'elles existent, qu'elles sont là et qu'elles vont rester, et voyons comment on peut vivre avec ça. Donc ça, c'est le constat qui est posé par Pierre Frogier et que je partage en grande partie. Et puis sur cette base-là, il fait une proposition qui, effectivement, dans les grandes lignes, rejoint ce que je défends depuis plusieurs années maintenant, peu importe comment on l'appelle. Mm. Ce qui est important, c'est effectivement le fondement qui est de dire on remet les provinces au centre du système. C'était ce qui avait été fait au moment des accords de Matignon en 88 et qui a fonctionné plutôt bien pendant les 10 années des accords de Matignon et qui a été remis en cause au moment de l'accord de Nouméa qui a recentralisé un certain nombre de choses au gouvernement. Donc l'idée, c'est de revenir à cette prééminence des provinces. Alors après, dans le projet de Pierre, il y a des choses sur lesquelles on est d'accord, des choses sur lesquelles on l'est moins. Il Ça fera propose partie. notamment de quelque part de supprimer le Congrès et le gouvernement. Oui, alors ça fait partie des sujets sur lesquels on a des débats, c'est-à-dire est-ce qu'il faut garder un échelon Nouvelle-Calédonie minimal pour les compétences qui réellement doivent continuer à être centralisées. On ne va pas gérer le transport aérien international par province. On va devoir faire un système à minima interprovincial pour gérer par exemple la santé, de manière à ce que la santé des Calédoniens puisse être traitée enfin, entre les trois provinces. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'on doit discuter. Et cette discussion-là, avec cette volonté de gagner en efficacité, parce qu'aujourd'hui, notre millefeuille institutionnel, il ne fonctionne plus. Et donc l'idée, c'est de construire un projet qui, à la fois, réponde à la problématique politique, celle que j'ai indiquée Évoqué. dans le constat, et à la problématique d'efficacité de notre système institutionnel. Mais est-ce qu'on gagnera vraiment en efficacité en ayant trois provinces distinctes avec forcément quand même des enchevêtrements de compétences qui vont s'épuiser, non, les uns dans les autres? Non, en fait, on n'aura pas d'enchevêtrement de compétences. C'est-à-dire que si chaque province gère ses compétences, en fait, on n'aura pas de problème. Là où on a enchevêtrement de compétences, c'est quand on a plusieurs collectivités de plusieurs niveaux Ils sont imbriqués. qui s'imbriquent. C'est le cas, par exemple, de l'agriculture. L'agriculture, on ne peut pas avoir la même politique agricole quand on est en province des îles où on a 98% de terres coutumières, où on n'a pas les mêmes productions,
Il y a pas d'élevage comme il y en a autant qu'il y en a en province sud. On n'a pas du tout les mêmes problématiques. Eh bien, réglons-les différemment. Et justement, aujourd'hui, ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'on a un échelon Nouvelle-Calédonie, un échelon province. En plus, on a créé tout un tas d'établissements publics. Donc tout ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Et je suis convaincue que si on remet ça à l'échelon des provinces, on va gagner énormément en efficacité et évidemment en économie. Beaucoup crient à la fin du vivre ensemble. J'imagine que vous ne partagez pas ce point de vue. Non, mais enfin, c'est dramatique. Vous savez, nos adversaires qui aujourd'hui crient à la partition, j'ai même entendu à l'apartheid, alors c'est fantastique, parler de province, de prééminence des provinces, ce serait pour certains l'apartheid ou la partition. Enfin, vous savez, ce sont les mêmes qui ont hurlé sur l'accord qui a été passé sur l'usine du Sud. Ce sont les mêmes qui hurlent à chaque fois que les loyalistes font quelque chose. C'est pour exister tout simplement. Mais au contraire, je vais vous dire, au contraire, c'est-à-dire que donner plus de pouvoir aux provinces, permettre finalement à chacun d'accepter ces différences, c'est exactement l'inverse de la partition. C'est finalement presque l'antidote à la partition. C'est-à-dire que accepter enfin de dire qu'on ne va pas se noyer les uns dans les autres, mais qu'on va reconnaître la différence de l'autre, la volonté de l'autre de continuer à vivre comme il vit aujourd'hui, eh bien au contraire, c'est la capacité, c'est la certitude qu'on a de pouvoir continuer à vivre ensemble parce que dès l'instant où on accepte que l'autre existe et qu'il vit à la manière dont il a décidé de vivre, eh bien, on n'a plus besoin de se taper dessus, on respecte l'autre. Encore une fois, si le président de la province des îles a envie de faire un aéroport international en province des îles, s'il arrive à trouver les financements qui vont bien sans solliciter les électeurs et les citoyens de la province sud, Rien ne l'empêchera de le faire. tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Si c'est sa politique touristique, tant mieux. S'il arrive à développer la province des îles et à fixer les populations en province des îles en faisant ça, tant mieux. Et c'est pas à moi, ici, en province sud, à juger de ça. Et je suis convaincue, encore une fois, que c'est comme ça qu'on va gagner en efficacité. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a des décisions qui sont prises. On a eu un exemple l'autre jour à Bourail sur l'impossibilité de diviser une terre plus d'une fois tous les 10 ans. Mais comment les élus de la province des îles qui vivent dans une province où on a 98% de terres coutumières peuvent-ils peser sur des décisions qui sont prises sur des terres privées? Ça n'a pas de sens. Et donc l'idée, c'est de redonner à chacun sa responsabilité, sa compétence pour apporter des solutions au plus proche des gens. Très bien. Alors, un petit mot sur votre voyage prochain à Paris. Vous êtes donc tous invités à aller passer quelques jours à Paris par le Premier ministre. Mais pourquoi aller à Paris si les indépendantistes, pour tout ou partie, ne s'y rendent pas? Alors d'abord, je n'ai pas l'impression que ce soit encore complètement calé, puisque certains disent qu'ils y vont pas, certains disent qu'ils y vont sous conditions, certains disent qu'ils y vont. Donc je pense qu'il faut encore attendre quelques jours pour savoir dans quelles conditions les indépendantistes s'y rendront. Mais que les indépendantistes y aillent ou que les indépendantistes n'y aillent pas, nous, on ira à Paris tout simplement parce qu'on a une position à défendre. Et cette position, c'est quoi? C'est d'abord de faire comprendre à l'État, et ça va paraître une évidence pour un certain nombre de vos auditeurs, mais les indépendantistes répètent à l'envi que finalement que les Calédoniens votent oui ou qu'ils votent non, eh bien la revendication d'indépendance s'arrêtera jamais. Et puis finalement, que même s'ils votent non, ils continueront à demander l'indépendance ou l'indépendance association. Eh bien nous, on va aller affirmer à Paris que nous aussi, quel que soit le résultat, nous n'abandonnerons jamais notre revendication de rester français. Ça paraît évident, ça paraît pour un certain nombre de nos électeurs, c'est pas forcément évident à Paris, parce que certains à Paris pourraient croire que finalement, on n'a qu'à donner une forme d'indépendance parce que les loyalistes, eux, ils ont l'air d'être d'accord pour accepter ça. Eh ben non. Non, ça se passera pas comme ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on va affirmer. La deuxième chose, c'est de dire, ça suffit de faire peser sur la tête des Calédoniens une instabilité, une épée de Damoclès en permanence parce qu'on ne sort jamais de l'incertitude. Et donc, les Calédoniens en ont ras-le-bol. Quelle que soit leur opinion politique, ils ont envie de sortir de cette incertitude et d'avoir une solution. Donc on va aller dire à Paris qu'on souhaite que le référendum ait lieu avant la fin de l'année 2021, de manière à ce que, après, il faudra que de toute façon, on se remette autour de la table. Mais qu'on en sorte. Ça fait évidemment 30 ans qu'on est dans des accords successifs, mais ça fait 4 ans qu'on enchaîne référendum sur référendum, campagne sur campagne, et que les Calédoniens en ont ras-le-bol. Et qu'on a de plus en plus d'entreprises qui ferment, qu'on a de plus en plus de Calédoniens qui ne savent pas où ils vont, et ça doit s'arrêter. Donc on va aller porter
la volonté des loyalistes de faire le référendum avant fin 2021. Et puis la troisième chose, c'est qu'on va arriver, et ce sera la première fois, avec un projet, avec le projet des loyalistes, je l'ai dit, qui sera basé sur une réorganisation de nos institutions, une réorganisation de notre millefeuille administratif, une prééminence des provinces, mais on ira avec un projet pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et on ira porter ce projet. De la même manière que les indépendantistes disent, nous, on ne veut aller parler que de l'indépendance, nous, on ne veut pas parler que de l'indépendance, mais on veut parler de notre projet. Ce projet fait donc consensus chez les loyalistes. Alors pas encore, pas encore. On a évidemment, et c'est la richesse des loyalistes, on a évidemment des nuances dans le projet, mais l'idée, vous savez, c'est que plus on rentre dans le détail et plus c'est difficile de trouver un accord. On n'en est pas aujourd'hui aux discussions pour écrire le droit, pour écrire le prochain statut. D'abord parce que ce n'est pas les loyalistes tout seuls qui vont le faire, mais c'est les loyalistes avec l'État et avec les indépendantistes. Donc on n'en est pas au détail de savoir si la CAFAD va être financée par une fiscalité provinciale ou une fiscalité. On n'en est pas là. On en est à poser les grandes lignes de savoir comment on voit la société calédonienne de demain, comment on voit l'organisation institutionnelle, et c'est sur cette base-là qu'on arrivera à trouver un consensus, et qu'on est en train de travailler sur le fait de trouver un consensus entre nous pour arriver à Paris sur cette base-là. Et puis ensuite, il y aura une campagne, alors soit une campagne, et je le souhaite, même si c'est sans doute très peu probable compte tenu de la position des indépendantistes, soit une campagne pour un projet, parce qu'on arrivera à se mettre d'accord avec un référendum de projet qui ne serait pas binaire, et ce serait quand même le top pour la Nouvelle-Calédonie, l'intérêt de tous les Calédoniens, d'arriver à porter un projet ensemble et à défendre ce projet-là. C'est ce qu'on a fait sur l'usine du Sud, j'espère qu'on le fera sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Mais soit ce sera ça, et tant mieux, soit ce sera une campagne pour un référendum oui ou non à l'indépendance, et notre campagne sur le non à l'indépendance, elle se basera sur un projet d'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Que sera la Nouvelle-Calédonie en cas de non à l'indépendance? Et c'est ça qu'on portera et qu'on ira partager avec les Calédoniens. Est-ce que ce projet, à votre avis, va être en phase avec le document de l'État qui va donc pas tarder à détailler les implications du oui et du non? Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le document de l'État, d'abord, qui arrive quand même extrêmement tardivement, hein, je veux dire, on est au 3e référendum, ça aurait été bien qu'on puisse avoir les implications du oui et du non dès le premier. Bon, c'est tant mieux, on a un ministre qui a décidé de s'impliquer directement et de faire cette proposition, donc tant mieux qu'on l'ait maintenant. Mais entre nous, ça fait quand même 4 ans qu'on aurait dû avoir ce document et qu'on ne l'a pas eu. Donc tant mieux si on l'a, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la vie politique calédonienne. L'idée là, c'est que chacun aille à Paris, qu'on aille à Paris défendre le fait de sortir de cette incertitude, qu'on aille défendre ce en quoi on croit, et puis qu'on essaye de trouver un accord avec nos partenaires indépendantistes, au moins sur une base pour éviter de se retrouver dans une situation de conflit dans laquelle personne ne sortira vainqueur. De laquelle personne ne sortira vainqueur. Bon, écoutez, merci beaucoup, Sabine Vaquias, pour cette intervention. Merci. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Sur NC News. Merci.